Smiley Media. Cultivons le sens de l'écoute. Philippe Spanghero, Inspiration. Alors, je vous demande d'applaudir maintenant le premier invité, Monsieur Nelson Montfort. Alors, Nelson, c'est un épisode original que je te propose aujourd'hui, dans ce numéro d'inspiration, le 8e numéro, avec un clin d'œil particulier, puisque l'aventure avec Smiley Media, elle a démarré grâce à toi. Tu m'as invité dans ta très belle émission, il y a quelques mois. Ça m'a permis de rencontrer l'équipe de Smiley Media et puis de nouer une relation amicale, en même temps que professionnelle. Et donc, je suis ravi de te retrouver ce soir ici au Mathurin pour un échange riche, parce que tu as une carrière aussi longue qu'atypique. J'ai travaillé mon sujet. Pas trop, j'espère. Un peu. Et je me suis rendu compte que tu avais découvert l'univers des médias très tardivement, à l'âge de 33 ans. Il y a eu avant ça des études de droit, des études de sciences politiques, spécialisées dans les relations internationales. Comment se passe cette première partie de vie dans laquelle finalement tu cherches ta voie ? Tout d'abord, je suis très heureux d'être ici parmi vous ce soir et a fortiori à tes côtés, cher Philippe, et puis avec les personnes de l'E-Media qui ont été citées, que ce soit Alexis ou Céline ou tous leurs collaborateurs qui sont effectivement au fil du temps devenus des amis. Alors, pour répondre brièvement parce que je vais faire court ce soir, parce qu'il se trouve que le surnom qui m'a été donné une fois pour toutes dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, c'est Melson moins fort. Donc et je vous éviterai également la traduction américaine de mes propos. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ne le permet pas. Mais, ça commence bien, là. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai toujours été entre deux cultures, entre la culture, on va dire, européenne et américaine. Et après, je dirais que ce sont des choix qui se sont faits grâce à des rencontres, grâce aussi à ce que je souhaitais faire et surtout grâce à ce que je ne souhaitais pas faire. Parce que les études que j'ai faites, dont tu viens de parler, ne me conduisaient pas nécessairement à ce que je fais aujourd'hui, à ce que j'ai fait pendant une trentaine d'années. Donc, il a fallu, peut-être prendre certains chemins de traverse, aller frapper à des portes, aller téléphoner dans les rédactions. À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc on téléphonait. Les plus anciens d'entre vous se souviennent, il y avait des cabines téléphoniques bleues. On mettait des pièces de 20 centimes jaunes dedans. Et puis le problème, c'est que il fallait en remettre, sinon la conversation s'interrompait, etc. Et puis la plupart des personnes ne me prenaient pas nécessairement en ligne, jusqu'au moment où une ou deux personnes, et non des moindres, m'ont pris en ligne. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé, je dirais. Et ces personnes sont devenues tes mentors, et très vite, il y a une première aventure dans une grande maison, Europe 1, en 86. Oui, c'est exact. Alors, ce qui s'est passé, alors là, oui, j'animais une émission du matin, du samedi et du dimanche matin, qui s'appelait Tie Break and Green. Donc, il s'agissait de tennis et de golf. Et c'est à ce moment-là que j'ai été, oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai été, disons, repéré, entre guillemets, enfin, écouté par celui qui allait devenir quelques mois après, directeur général de France 3, qu'on appelait encore à l'époque FR3, qui était donc Jacques Chancel. Alors lui, je pense que c'est un nom dont tout le monde se souvient, qui est effectivement devenu mon mentor, mon ami, je dirais en tout cas dans les médias, la personne qui m'a le plus aidé. Je me souviens d'être allé chez lui dans une région que tu connais, à Miramont, dans le sud-ouest, dans son château magnifique. Et je me souviens, il y avait des livres, mais absolument partout. Il y avait des livres sur le sol, il y avait des livres dans les étages, etc. Il y avait, il y avait peut-être 2000, non, peut-être, je ne sais pas compter, mais il y avait des milliers et des milliers de livres. Et cet amour de la lecture m'a énormément, je dirais, influencé et continue à m'accompagner encore aujourd'hui. Juste une petite anecdote, que je ne veux pas faire trop long, c'est que Jacques suivait le Tour de France cycliste à travers la rubrique patrimoine. Vous savez, il commentait les paysages traversés. Et c'est lui qui a dit que c'est pas seulement le Tour de France, c'est le Tour de la France. Il avait tout à fait raison. Et comme qui a été repris après par Franck Ferrand, voilà, et qui est devenu un événement au sein du Tour. Il y a eu Jean-Paul Olivier surtout, que tu connais. Jean-Paul Olivier a succédé à Jacques. Et Jacques était un peu insomniaque et
Et le soir, il ne s'endormait pas avant 2-3 heures du matin. Et donc, il amenait avec lui, l'histoire est très belle, il amenait, le Tour de France, ça dure 21 jours, il amenait 21 livres. Alors, je ne dis pas que c'était des pavés de 500 pages, mais il amenait 21 livres. Il le lisait le soir jusqu'à 2-3 heures du matin avant d'essayer de s'endormir. Et il laissait le livre sur la table de nuit pour que le lendemain matin, il se dise après tout. On ne peut pas jeter un livre à la poubelle. Après tout, peut-être que quelqu'un, la femme de ménage essentiellement, ou peut-être quelqu'un d'autre, le récupère. Et peut-être que ça lui donnera l'amour de la lecture. Ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai toujours... C'est pour ça que le terme de journaliste sportif n'est pas un terme que j'apprécie tellement, parce que je pense qu'on peut avoir une curiosité qui dépasse largement le cas du sport. Et la littérature, me concernant, en est certainement une. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est un peu réducteur par rapport à tes passions et à tout ce que tu as produit au-delà du commentaire sportif. Après Europe très rapidement, il y a cette expérience des Jeux Olympiques. Les Jeux, ça représentera quelque chose de très particulier pour toi. Il y a 92 et Barcelone. Et il y a la rencontre avec Carl Lewis. Tu diras encore récemment que c'est l'interview la plus marquante de ta carrière alors que tu en as réalisé énormément depuis. Mais qu'est-ce qui représente ces premiers Jeux pour toi de Barcelone ? Je dirais qu'ils représentent tout, parce que c'est vrai qu'ils ont déterminé, je dirais, tout le reste. Je n'avais aucune certitude sur le fait que ça puisse continuer, absolument aucune. C'était un peu un one-shot, comme on dit à l'époque, et puis et ça a continué parce que, bon, c'est vrai que la langue anglaise... m'a beaucoup aidé, c'est certain, mais dès le départ, je ne voulais pas être cantonné à cela, je ne voulais pas être une sorte de... Parce que si on fait appel à une traduction, on va faire appel à quelqu'un qui fait ça à l'ONU, qui fait ça de façon très, très littéraire, etc., et certainement beaucoup mieux que moi. Moi, en revanche, pour traduire les émotions, c'est une expression que j'aime bien, interprète, passeur d'émotions. Là, je pense que dès le départ, ça a plutôt bien fonctionné, et notamment avec Carl Lewis, qui était un athlète, je pense que vous vous souvenez tous de lui, c'est l'athlète du XXe siècle, qui avait plein de choses à dire en dehors de la piste. Et je me souviens oui, c'était peut-être le dernier ou l'avant-dernier soir à Barcelone, ça remonte à 32 ans, quand même, mais je me souviens à mot près. Il disait, parce qu'il venait de remporter une énième médaille d'or, était-ce le relais, le 100 mètres, le 100 longueur, enfin, il gagnait tout. Et en fait, il venait de perdre son père au mois de mai, c'est-à-dire 2 mois avant les Jeux de Barcelone, 3 mois avant. Et il y avait une nuit étoilée magnifique, et il dit je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et qui veille sur moi ce soir. Quand j'entends ce genre de réponse, je veux dire, je me dis, ce métier vaut la peine d'être vécu, quoi. Et donc ça a commencé comme ça, et c'est vrai que c'était, sans mauvais jeu de mots, c'était sans doute sous une bonne étoile. Ouais. Il y a eu des rencontres marquantes parce qu'il y a celle-ci. Tu as une relation aussi très particulière avec Rafael Nadal. J'ai 2 questions en une. Est-ce qu'il faut aimer les champions pour réussir à créer cette intimité avec eux? Et est-ce que tu penses qu'ils ont ressenti ton amour pour eux au fil de ta carrière? Alors, je pense que non seulement il faut aimer les champions, les interlocuteurs, qui que ce soit, mais surtout il faut aimer les gens. Quand on exerce un métier, qu'on le veuille ou non, un métier public, je veux dire, c'est vrai que quand on retransmet les événements de sport, il y a des événements qui font plusieurs millions de téléspectateurs, plusieurs millions. Hein. Donc, je veux dire, les téléspectateurs d'un jour sont les spectateurs du lendemain, qu'on va voir soit dans les allées de Roland-Garros, soit au bord d'une patinoire, soit sur une piste d'athlétisme, de natation, que sais-je. Donc, il faut aimer les gens. Et là, depuis maintenant quelques semaines, je suis plusieurs étapes de la flamme olympique. Alors là, ça, c'est très, très typique. La flamme olympique, c'est un petit peu la même ambiance que le Tour de France. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de village à l'arrivée, etc. Et surtout, il y a des milliers de personnes. Et aimer les gens, je pense qu'ils ne se trompent pas. En tout cas, moi ils me le rendent au centuple, je veux dire. Et ça, c'est ma principale satisfaction. Évidemment, aimer les champions, ça va de soi. Parfois même, et ça va te faire sourire parce que je pense que mais parfois même les faire passer pour un petit peu meilleurs qu'ils ne le sont. Parce que le public a envie d'idéaliser ces champions. Alors, sur le plan de la performance, ils méritent d'être peut-être idéalisés, mis sur un piédestal et tout. Sur le plan du caractère, pas toujours. Rafa, oui, mais pas tous. Voilà. Donc, mais tout ceci est venu avec un petit peu l'expérience, bien sûr. Là, on a un peu débordé, donc on revient sur ces premiers Jeux Olympiques. Ensuite, il y a une expérience... Vas-y, sers-toi de l'eau, ne dites pas. T'étais chez toi. Tu m'en donneras un peu, s'il te plaît. Merci. Donc j'attends que tu te réinstalles pour poser ma question. Merci. Allez, les gentlemen, en toutes circonstances. C'est de la vodka.
Non, j'ai un souvenir avec Boris Eltsine. Enfin, peut-être qu'on va en parler. Non, mais allons-y. Alors, Rien ne ressemble plus à un verre de vodka qu'un verre d'eau. et quel est le souvenir avec Boris Eltsine? On sort complètement du... J'y penserai avant la fin de notre... Alors, on y reviendra. Voilà. Donc, après ces premiers jeux, on te retrouve au patinage artistique, au tennis, forcément, puisque on reviendra sur cet au revoir. C'est a priori pas un adieu, après 30 Roland-Garros. Et puis, il y a un épisode très marquant, c'est cette arrivée aux Guignols. Alors, peut-être que certaines dans la salle ne se souviennent pas vraiment de ce qu'étaient les Guignols, mais est-ce que tu considères à ce moment-là que c'est un tournant dans ta carrière d'un point de vue de la notoriété, de l'image publique? C'est-à-dire que si on se remet, c'était dans les années 95-96, donc à l'époque, il y avait moins de chaînes, il n'y avait pas encore toute la TNT, etc. Enfin, ça balbutiait. C'est vrai que ces Guignols, qui en plus étaient en clair, attiraient je n'ai pas les chiffres en tête, mais plusieurs millions de téléspectateurs. Et il se trouve que mon personnage était plutôt... Alors j'en ai parlé ensuite avec notamment Bruno Gaccio, que tu connais, qui est devenu un ami, un partenaire de golf. Et lui est vraiment quasiment à la création des Guignols. Et il m'expliquait que ce personnage avait comme intérêt de mettre en scène d'autres personnages grâce aux interviews, etc. Donc à l'époque c'était Chirac, Mitterrand, etc. Puis j'ai interviewé Miss Chirac en anglais. Enfin, c'était très drôle, quoi, etc. Et donc tout ceci, évidemment, a forcément contribué à ce qui est devenu ma popularité, bien sûr. Bien sûr. Tu l'as bien vécu, ça, ou tu trouvais ça aussi réducteur quelque part? Je vais te répondre, Philippe, parce que ça peut répondre à éventuellement d'autres questions. Ce sont peut-être mes origines anglo-américaines qui me font dire ça, mais j'ai jamais eu aucun problème avec l'autodérision. Non seulement je n'ai aucun problème avec l'autodérision, mais je dirais même que, c'est pas chez la recherche, mais ça me va très bien. Vous savez, c'est assez facile de se moquer des autres. C'est un peu moins facile de se moquer de soi-même. Et ceux qui me connaissent le savent. Donc, tu vois, j'aurais pas commencé en disant le surnom qui m'a été attribué. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Donc oui, pour répondre à ta question, ça ne m'a jamais posé aucun problème. D'autant que, si certains s'en souviennent, cette marionnette était plutôt sympathique, d'autres l'étaient un peu moins. Voilà. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de durer davantage dans ce monde des médias et du service public qui est très exigeant? Parce qu'on y reviendra tout à l'heure aussi avec Frédéric. Il y a un fil rouge entre vous deux, c'est une longévité exceptionnelle dans un univers très intransigeant, guidé par l'audimat. Comment t'expliques ta longévité? Je pense qu'elle s'explique par ce qu'on disait il y a quelques minutes. Je ne pense pas qu'on puisse tromper le public. En tout cas, peut-être qu'on peut le tromper un court laps de temps, mais je ne pense pas qu'on puisse le tromper sur la durée. Je réfléchis à certains exemples autour de moi que vous connaissez tous. Ceux qui, effectivement, durent dans ce métier sont plutôt, enfin, en tout cas, ceux que je connais, sont des personnes qui sont vraiment pétries de qualités humaines. Et le public le leur rend bien. Le public le rend bien. Je sais très bien, Philippe, les clichés qui courent en disant que voilà, que c'est un métier de requin, etc. Tous les métiers dans ce cas-là sont des métiers de requin. Tous les métiers sont de requin. Il se trouve que j'enseigne dans une école de journalisme. On me dit oh là là, mais il faut connaître tout le nom, il faut connaître la terre entière pour entrer dans ce métier. Moi, je connaissais personne. Il faut anguiller dans les couloirs, etc. Moi, je sais même pas où sont les couloirs où il faut anguiller. Je sais même pas où ils sont. Je ne sais même pas où ils sont. Donc, voilà, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Est-ce qu'il y a une forme de frustration chez toi d'être reconnu finalement qu'à travers le sport, médiatiquement, parce qu'il y a une passion très particulière pour la musique qui t'a toujours animé? Tu as animé une émission sur Radio Classique, qui était forcément moins médiatique et moins grand public. Il y a eu un premier ouvrage en hommage à Jean Ferrand en 2011, puis ensuite un spectacle hommage à Brassens. Quelle est ta passion qui prime? Mais ça justement, ce sont des passions qui accompagnent ma vie depuis longtemps. C'est d'ailleurs assez drôle. Il y a quand même le point commun, je dirais, entre tout ça. J'ai également une grande passion pour la littérature, pour l'histoire, pour tout ce qui fait la vie. Mais c'est vrai que la chanson tient une assez large place. Alors, elle tient une large place
parce que bon, effectivement, j'ai 2 spectacles, excusez du peu, parce que bon, Jean Ferrat et Georges Brassens. Alors moi, j'ai aucun mal, mais alors aucun mal à assumer des goûts d'avant. Mais j'ai aucun mal. On me dit, ouais. Alors moi, je sais pas, je considère Georges Brassens comme un artiste plus fort qu'Aya Nakamura. Voilà, j'ai aucun problème. Vraiment, je suis pas le seul. Donc, j'ai aucun problème. Non, mais avec tu sais, ça. c'est intéressant. Le grand public nous dit ça parce que le gagnant de la The Voice, c'est Toi, Alphonse. tu hésites toi-même. Alors Non, le gagnant de The Voice, Alphonse, qui était le plus jeune candidat, a fait toute sa compétition sur un répertoire de vieilles chansons françaises. Eh bien, et finalement, ça a fonctionné. Eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Moi, je considère effectivement que ces grands artistes qui étaient auteurs-compositeurs, eh bien, moi, j'ai un spectacle sur eux, sur Georges, sur Jean. Jean Ferrand, en plus, que j'ai rencontré de façon vraiment assez proche, quoi. J'ai découvert vraiment un homme majuscule. J'aime bien cette expression d'homme majuscule, d'ailleurs. Un homme parce qu'on dit parfois, nous sommes dans des métiers, Philippe, tu as dû en côtoyer certainement autant que moi, que l'œuvre est différente de l'artiste, ou plutôt que l'artiste est un peu différent de l'œuvre, sous-entendu que l'œuvre est peut-être plus forte que la personnalité de l'artiste, qui parfois... Mais là, non, là, j'étais face à un bloc de générosité. Quant à Georges, lui, je ne l'ai pas connu, mais tous les témoignages que j'ai pu avoir, notamment pour faire ce spectacle, qui est un spectacle d'amour, concorde pour dire que c'est un homme tout simplement merveilleux, avec des chansons merveilleuses qui pour moi sont immortelles. Je suis content d'ailleurs qu'on parle de chansons. Alors, comme interprète et même comme auditeur, effectivement, parce que je suis également chanteur-guitariste, et puis j'ai également pas mal d'amour pour certains artistes anglo-américains. La chanson américaine aussi accompagne ma vie, mais là aussi, pareil, la chanson américaine d'avant. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne connais pas. Mais je suis obligé de reconnaître que ça marche très très fort aujourd'hui aussi. Donc voilà. Mais moi, j'ai des goûts d'avant. Je préfère un marathon, une finale du 100 mètres que de l'e-sport sur ordinateur. Voilà. Mais peut-être que je suis complètement démodé. Il faut croire que je ne suis pas trop démodé parce qu'il y a des jeunes dans la salle et ça me fait très plaisir. Voilà. Mais ces 2 passions, elles ont cohabité. Mais je reviens à ma question. Il n'y a jamais eu de frustration chez toi de ne pas pouvoir l'assouvir plus médiatiquement avec ta personnalité sportive qui écrasait un peu cet autre aspect de ta vie? C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le problème, c'est que, bon, c'est vrai que ma modestie du tel en souffrir, j'ai commencé assez vite à exister dans ce métier. Et donc, à partir de là, ça devenait plus difficile parce que c'est vrai qu'on est souvent catalogué dans une sorte de chapelle. Il est parfois difficile d'en sortir. Donc, aujourd'hui... Le système t'y a enfermé ou tu t'y es enfermé tout seul en pensant que ce serait difficile? Non, mais c'est que tu l'as dit, j'ai eu des collaborations sur des radios, radio classique que tu citais, RTL aussi, donc où je pouvais parler. Et d'ailleurs là, je suis en train d'enregistrer une belle émission d'été sur RTL qui va passer tous les matins entre juillet et fin août. Donc où nous sommes 3, il y a des conteurs d'histoire. Il y a Christophe Barbier, l'homme à l'écharpe rouge, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Très bien. Voilà, donc il y a Hélène Gâteau qui est un grand ami des animaux que j'adore et moi aussi je suis un grand ami des animaux. Et il y a moi, l'émission est animée par Stéphane Rothenberg et on compte des histoires, mais qui ne sont pas nécessairement des histoires de notre spécialité. Et ça, j'adore. Par exemple, là, la dernière qu'on a enregistrée, donc il y a on compte 3 histoires en 3 minutes. Donc c'est bien, c'est intéressant, parce qu'il ne faut pas lasser l'auditeur. Donc la dernière que j'ai faite, j'ai raconté Jean-Claude Killy au Jeu de Grenoble 1968. J'ai raconté les athlètes noirs américains Tommy Smith et John Carlos qui levaient le poing. Cette image, tout le monde l'a vue au Jeu de Mexico 1968. Donc ça, c'est sport et un peu parasportif déjà avec Smith et Carlos. Et puis j'ai raconté, alors là, je suis tout à fait dans la création de la chanson My Way, qui est devenue un tube mondial, l'une des chansons, enfin vous la connaissez tous, que Sinatra a commencé, alors qu'il ne voulait pas en entendre parler, qu'il a commencé, il y a 1100 versions, imaginez seulement, de cette chanson, qui était la phase B d'un disque de Claude François qui s'appelait Comme d'habitude, phase B. Et ça a été transformé par Paul Anka. Enfin, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai raconté ce matin sur RTL, mais ça, ce genre d'anecdote me plaît énormément. On n'a pas à être trop catalogué dans un secteur et pas d'autre. Non, c'est la curiosité, la culture, le fait de continuer à apprendre, de continuer à voir des personnes qui peuvent vous apporter leur personnalité. Tout ça, ça compte énormément chez moi.
Et je me suis souvent interrogé sur ça. Je reviens quand même à cet univers particulier. Tu dis que tous les univers sont des univers de requins. Celui dans lequel tu as évolué, je pense particulièrement. Non, j'ai dit qu'ils ont la réputation d'être, mais parfois ils ne le sont pas. Dieu merci. Enfin, je sais pas. Mais j'ai eu la chance de te voir évoluer beaucoup. Il y a cette bonté qui émane de toi, profonde. On reviendra peut-être tout à l'heure à tes croyances, puisque tu es protestant pratiquant, donc il y a un rapport à la religion et à l'autre particulier. Mais je me dis qu'aussi, il y a le fait qu'il n'y avait pas de concurrence avec toi. Tu as préempté un territoire que personne n'est venu chercher pendant ta carrière, finalement. Tu as réussi à te rendre indispensable et jamais remis en question, quelque part. C'est une grande réussite professionnelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement déclencheur. Je n'étais pas encore dans le métier. Que je commençais déjà à être un peu dans la presse écrite et autres. Mais il y a eu peut-être un événement déclencheur qui était la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros en 1983. Ça paraît extraordinaire. Ça fait donc maintenant 41 ans qu'un joueur français ait vu les récentes performances. J'ai pas l'impression que ça sera... Enfin bon, bref. Et... oui, d'ailleurs, cette année, parce qu'en général, dès le deuxième tour, le jeudi ou le vendredi, c'est terminé. Seulement cette année, il y a eu pas mal d'intempéries la première semaine. Et on a dit, on a peut-être une chance de voir des joueurs français présents lors du premier week-end, parce qu'ils n'avaient pas encore joué, donc ils n'étaient pas encore éliminés du tournoi. Oui, comme quoi la dérision, ça va bien. La dérision et la liberté de ton, parce que je rebondis là-dessus, je n'avais pas prévu de le faire, mais j'ai vu une déclaration de toi récemment qui critique le tournoi par rapport à la décision du tirage au sort de Rafael Nadal qui lui a pas permis oui, de... Oui. Et ça m'a surpris parce que tu représentes un partenaire média historique et finalement, on reviendra tout à l'heure à la liberté de ton et la liberté d'expression qui se réduit dans les médias. Et je trouve que tu n'as jamais subi cette liberté de ton que tu as su garder. On ne m'a jamais fait de remarques particulières là-dessus. Tout ce que j'ai dit. Et là, j'ai encore récemment, sur RTL, j'ai parlé des déclarations de footballeurs qui disent pour qui voter, etc. Ça ne me plaît pas, ça. Ça ne me plaît pas. Mais je sais que je peux me faire peut-être taper, c'est pas arrivé. Tiens, bizarrement, c'est pas arrivé. Mais enfin, voilà, si on, attention, si on parce que maintenant, on est très vite taxé le... de réac. Hein. Ça, non, mais j'ai pas dit pour qui voter. J'ai pas dit pour qui voter. Je dis simplement, ce n'est pas leur fonction, c'est de marquer des buts. C'est pas de dire... En plus, là, c'est pas une fonction qui est tellement utilisée, parce que les 3 derniers matchs, il y a eu 0-0 contre le Canada, contre l'Autriche, un but de gag marqué contre son camp par le 12e homme de l'équipe d'Autriche. Voilà. Et contre les Pays-Bas, pareil. Donc, on peut pas dire que marquer des buts... Enfin bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Mais... où en étions-nous, mon cher Philippe? Oui, non, sur Rafa Nadal, oui. Et sur ta liberté de ton. Ce que j'ai dit, c'est que ce joueur a gagné 14 fois le tournoi de tennis de Roland-Garros. Il me semble, il est sur un comeback, etc. Il me semble qu'on peut le protéger au tirage au sort. À la place de mettre 32 têtes de série, en mettre 33. Personne n'aurait vu. Ça avait été fait à Wimbledon. Ça a été fait plusieurs fois à Wimbledon pour Federer qui revenait de blessure, etc. Et il fait le pire. C'est bien ça, il tombe contre le finaliste, contre le vice-champion. Donc c'était le pire. Moi, je pense que, j'en suis même sûr, j'en ai parlé avec Carlos Moya, qui est l'entraîneur. Il pouvait arriver en deuxième semaine, et là, peut-être en quart ou en demi-finale. Mais là, enfin bon, n'y revenons pas, c'est ainsi. En tous les cas, toi, tu as fait ton adieu qui est a priori peut-être un au revoir à Roland-Garros il y a quelques semaines. Il y a eu beaucoup de reportages télé, ça a été très médiatisé ce dernier Roland-Garros, le 30e. Il y a eu des marques d'affection et d'amour du public qui étaient quand même très frappantes. Est-ce que tu te doutais de ça, en toute humilité, parce que tu le perçois au quotidien dans tes rapports aux gens, ou est-ce que tu as été surpris ? Là, c'est vrai que ça a été très, très émouvant. Mais en plus, ce qui m'a plu, c'est que c'était pas du tout larmoyant. C'était au contraire très, très optimiste. Moi, je suis persuadé que quand une page se ferme, d'autres s'ouvrent. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça tout au long de ma vie. Mais il y a des pages qui sont plus difficiles à tourner que d'autres. Sans doute. Te dire que... Parce que bon, là aussi, c'est pareil. Surtout les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Le fait qu'ils soient à Paris, en France, j'y vois une sorte de boucle qui va se boucler. Et je trouve ça très bien, etc.
Donc forcément, c'est une sorte de double sentiment, parce que d'un côté, parce que c'est moi, encore une fois, c'est moi en accord avec la direction de France Télévisions qui a pris la décision. Je voulais même déjà les faire l'année dernière. Seulement l'année dernière, là, il y a les Jeux Olympiques de Paris qui arrivent cette année. Donc bon, j'ai prolongé quand même d'1 an pour les Jeux. Et donc à partir de là, ça voulait dire faire les autres événements avant, pas arriver juste comme ça pour les JO. Non, mais je suis très, honnêtement, Philippe, nous connaissons bien, je suis très serein. Il y a d'autres jolies pages, il y en a notamment une, je ne peux malheureusement pas en parler, mais qui est une très jolie... Voilà, il va y avoir des jolies choses cet automne. Et honnêtement, je trouve qu'il y a des cycles. Je trouve qu'il y a des cycles, et au bout de, comme tu disais, 30 ans, c'est bien 30 ans. C'est même très bien. Mon delta, je dirais, va de John McEnroe à Raphaël Nadal. Excusez du peu, c'est pas trop mal. Donc voilà, voilà, non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Oui, c'est très bien. Mais est-ce que tu prends tes décisions avec un vrai libre arbitre? Parce que quand il y a le rapport au public et ce rapport à l'image, est-ce qu'on arrive à se détacher complètement de l'ego pour prendre ce genre de décision? Même après autant d'années d'expérience? Je pense que oui, j'en suis la preuve. Je pense que oui. Alors je ne te dis pas que quand arrivera le tournoi de Roland-Garros l'année prochaine, qu'il n'y aura peut-être pas un petit pincement au cœur, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Donc, mais je pense que oui. Ouais. J'ai une question qui revient un peu plus à l'actualité. On sort du monde du sport, c'est l'évolution du monde des médias. On l'a dit, tu as découvert ce monde en 86. Tu as vu beaucoup de choses dans l'évolution du monde des médias. Qu'est-ce que t'inspire le monde des médias aujourd'hui ? Et en quoi, parce que c'est quand même une vérité, et tu parlais tout à l'heure de ta double culture, et on dit beaucoup que la liberté d'expression est beaucoup plus menacée ici qu'en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Première question, tu l'expliques comment ? Je ne suis pas... En tout cas, moi, honnêtement, et je te réponds très honnêtement devant toutes les personnes qui sont ici ce soir, moi, j'ai jamais été victime de ça. Moi, j'ai le sentiment... Je ne me suis jamais... Autant l'autodérision, c'est quelque chose que je pratique vraiment régulièrement, autant l'autocensure, je ne crois l'avoir... Je te promets, Philippe, je ne crois l'avoir jamais pratiqué. Ou en tout cas, pas que je me souvienne. Alors, c'est vrai que... Mais quelque part, parce que tu étais sur des territoires qui n'étaient pas dangereux. C'est exactement ce que je m'apprêtais à dire. C'est tout à fait exact. Je suis dans le sport. Et effectivement, c'est sûr que c'est moins conflictuel que le conflit au Proche-Orient. Ça c'est certain. Ou même que l'élection présidentielle américaine, ou que plein de choses. Donc, effectivement, moi, j'ai toujours considéré que le sport à la télévision, c'est-à-dire devant un public large, c'était plutôt pour que les gens passent de bons moments. Je le crois vraiment, pour passer des bons moments. Et moi, j'ai toujours essayé de faire ça avec passion, d'une part, ça tu le vois au ton de ma voix, et avec légèreté aussi, d'autre part. Il y a des choses plus graves que le sport. Même si, et je reconnais ça, pour certains, et tu les connais comme moi, pour certains sportifs, le sport, c'est leur vie. Et je respecte ça. Mais... et c'est peut-être aussi pour ça que ma culture sur d'autres secteurs comme l'histoire, l'histoire qui est absolument passionnante pour peu avoir un bon professeur d'histoire, parce que c'est vraiment, ça peut être une passion qui peut accompagner toute la vie. Mais enfin, il y a des pages historiques qui sont autrement plus dramatiques que de rater un championnat du monde ou un championnat d'Europe de 110 mètres haies. Voilà, Oui, mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui jouent un rôle important. Et je reviens sur ce que tu disais sur les sportifs. On peut considérer aujourd'hui qu'ils sont des médias eux tout seuls. Oui, parce qu'ils drainent des communautés plus fortes que certains médias traditionnels. Et est-ce qu'ils n'ont pas quelque part un devoir d'engagement citoyen ? Alors, déjà, les réseaux sociaux, j'ai tendance à les appeler les fléaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, l'utilisation des ordinateurs, téléphones, etc., est devenue hors de contrôle, complètement hors de contrôle. Et j'ai l'impression en plus que nous n'en sommes qu'au début. L'IA également, l'intelligence artificielle, donc, est quelque chose qui ne me plaît pas. Sachez que, on parle de sport, d'accord. Le tournoi de tennis de Wimbledon l'année dernière avait la possibilité d'être suivi sur intelligence artificielle. Or, qu'est-ce qui va se passer ? Les organisateurs d'événements de sport, à partir du moment où ils ont l'IA, à partir du moment où ils ont des intervieweurs qui sont soit d'anciens joueurs, soit des gens appointés quasiment par les fédérations et par le tournoi, ils sont sûrs que ça ne débordera pas. Ils sont sûrs que voilà, qu'il fera toujours plus ou moins beau. Et ils seront sûrs qu'un match comme la finale féminine de cette année, qui a duré 1 heure, sera considéré comme un très grand match, etc. Là,
ça c'est un danger. Sur l'évolution des médias, ça c'est un réel danger. C'est vrai que pour les jeunes générations qui arrivent, c'est un vrai problème. Et ça devient difficile à contrôler et on reparlera tout à l'heure aussi avec Frédéric de cette liberté d'expression qui se restreint en partie à cause de l'impact des réseaux sociaux sur les médias traditionnels. Les sportifs ont eux-mêmes leur communication, ils ont leurs community managers. Les sportifs, c'est peut-être même le cas des artistes, n'aiment pas trop s'exprimer devant les journalistes. Ils sont toujours un peu sur la retenue, ils sont toujours un peu sur leur garde, etc. C'est comme ça, c'est ainsi. Ils ont peur de... Alors que si c'est eux-mêmes qui distillent leur communication, évidemment, ils n'ont aucun souci à se faire. C'est beaucoup plus simple. Exactement. On rebondira tout à l'heure sur... Mais beaucoup moins spontané. Beaucoup moins spontané. Voilà. Et on cherche la spontanéité, c'est ce qui fait vendre. Oui. C'est un joli mot de la langue française, d'ailleurs. Et l'émission s'appelle Inspiration, donc on est là pour parler de jolis mots. Avant de rebondir sur ton actualité, ce qui t'attend, j'aimerais que tu nous parles de quelques souvenirs marquants. Tu as parlé de rencontres particulières, notamment celle avec Jacques Chancel, Jean Ferrat. Oui. Quelles sont les rencontres les plus marquantes de ta vie professionnelle, dans le sport ou en dehors, et quels enseignements de vie tu en as tirés? C'est-à-dire que je me suis assez vite rendu compte que sur des grands événements de sport, pour peu que le pays, son pays se fasse des belles performances, il n'est pas rare de voir des chefs d'État venir, je dirais, à la rencontre du succès, quoi. Alors, à Roland-Garros, depuis quelques années, c'est rare, vu les performances des joueurs et des joueuses. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé plus d'une fois d'être dans des situations aux côtés de chefs d'État, et pas n'importe lesquels, là, pour le coup. Ah oui, alors justement, je raconte l'histoire de Boris Yeltsin. Voilà, alors justement. Alors, à Roland-Garros, il y avait eu la visite du président Bill Clinton. Voilà, en 2001, je crois. Voilà, c'est possible, tu sais. Et tu l'interviews en 2001. Voilà, alors il vient s'installer dans la tribune officielle, et César impérator. Il rentre comme ça. Je crois que beaucoup plus aimé en France qu'il l'était en Amérique à ce moment-là. Il y a eu toutes les histoires de... Enfin bon, bref, n'y revenons pas. Voilà, et donc le match s'interrompt. Bref, il y avait Agassi qui jouait contre... Bon, bref, je ne sais plus qui exactement. Et donc, il s'assoit, et puis moi, je suis vraiment derrière lui, tu vois. Et évidemment, le rédacteur en chef dans l'oreillette me dit, ça serait quand même bien d'avoir un mot. Bon, et puis le temps passe. Il avait une sorte d'accompagnateur, un garde du corps. Je peux te dire que lui, il valait mieux son ami que son ennemi. Hein. C'est un énorme gars, plus large que haut, une espèce de gars sorti du bois. Là, je ne sais pas d'où il sortait, celui-là. Et il s'appelait Willie. I'm Willie. Et alors, je dis, bon, Willie, do you think I can speak with... vous n'allez pas vous épargner quelques petits mots en anglais. Hein. Do you think I can speak with the president? Never. Soi-disant, il fallait faire je ne sais quelle demande auprès de l'ambassade. Enfin bref, effectivement, ça n'a pas été fait. Ça avait été d'autant moins fait que je ne savais pas qu'il allait arriver. Donc. Et puis, le temps passe. Et là, je vois Clinton qui s'en va. Et j'ai dit, oh, bah tant pis. Mais en fait, il ne s'en va pas. Il y avait toujours le Willie derrière lui. Et il quitte pas, là, il va vers les toilettes. Et les toilettes pas publiques, hein, les toilettes de la tribune présidentielle. Qui sont d'ailleurs très belles. Enfin, c'est une petite parenthèse, mais elles sont en bois blond, avec tous les palmarès. Le palmarès, je vous apprends peut-être quelque chose, le palmarès des joueurs qui ont gagné Roland-Garros, c'est juste à la sortie des toilettes. C'est assez curieux. Bon, bref. Et là, à la sortie, je ne vais quand même pas le suivre dans les toilettes, d'autant qu'il y avait le Willie qui était là. Mais il était là, il était comme ça, il était là, on ne rentre pas, le président. Bon. Et à la sortie des toilettes, tac, là, il y a mon équipe, 2 caméras, lumière rouge de la caméra qui arrive, tac, sur lui. Et là, Clinton, c'est un professionnel des médias, là, il ne pouvait pas ne pas répondre. Je ne sais plus, les questions étaient sans doute d'une banalité affligeante, du genre qui pensait d'André Agassi, etc. Mais voilà, qui pensait de la France, etc. Mais quelquefois, l'image, ça c'est une belle leçon d'ailleurs, souvent même, l'image vaut plus que le son. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup la radio, parce que dans la radio, il y a par exemple que le son, et je trouve que c'est parfois beaucoup plus fort d'écouter que de regarder. Enfin, on pourra en débattre par ailleurs, mais ça a beaucoup changé. Et alors la deuxième chose,
c'est que donc il y avait donc Boris Eltsine, alors président russe en exercice. Alors lui, il ne voulait pas, vous allez voir pourquoi lui ne voulait pas interrompre le match, donc il voulait pas aller dans la tribune, ni aux toilettes, ni quoi que ce soit. Il voulait continuer à rester au match. Il aimait beaucoup, beaucoup le tennis, ça c'est vrai, il faut lui reconnaître. Et donc on lui servait un plateau repas là, sur ses genoux, tac, il y avait une sorte d'accroche là. Et donc à droite, il y avait 2 verres qui se ressemblaient beaucoup, comme ceux-là, etc. Et rien ne ressemble plus à un verre d'eau qu'à un verre de vodka. Moi, j'étais persuadé que c'était de l'eau. C'était 2 verres de vodka. Un à droite, un à gauche. Et je peux te dire que là, il se trouve que là, j'étais vraiment juste à côté de lui pour faire l'interview, à, je sais pas, à 1 mètre, à 50 cm, et je savais ce qu'il avait ingurgité. Mais cela dit, au demeurant, enfin, vous vous souvenez tous de lui, il y avait un interprète qui était là, enfin, tu te souviens de Eltsine, très, bon, ça veut pas dire qu'il était dans sa façon de gouverner, mais il était très, très volubile, et voilà. Tu as interrogé donc de très grandes personnalités. Oui, là, c'est 2 exemples-là. Et des gens peut-être un peu moins connus du grand public, des patrons qui t'ont marqué par une vision, par une approche. Non, je vais te dire, celui qui m'a peut-être le plus marqué, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, que j'ai eu l'occasion d'interroger dans les tribunes du Stade de France. C'est la seule fois, c'est parce que je n'étais pas trop spécialiste de football, mais l'intervieweur, je ne sais pas, était malade, etc. Je ne sais même plus qui jouait, je ne suis pas très foot. Et par contre, dans la tribune présidentielle, c'était Chirac qui était président à l'époque, il y a l'abbé Pierre. Et là, je me disais, je ne peux pas laisser passer ça. Et donc, à la mi-temps, je suis allé le voir. Et là, évidemment, alors là, c'est drôle, hein, parce que là, évidemment, il n'y avait pas de Willy, il n'y avait pas de gars, il y avait personne. Et j'ai rencontré un homme d'une lumière intérieure tout à fait extraordinaire, quoi. Et voilà. Là aussi, je ne me souviens plus exactement. Je crois qu'il ne s'intéressait pas tellement au football, quoi, mais il était là et c'était des bons moments. Il faut savoir la capter, cette lumière, parce que toi-même, tu as un rapport particulier à la... Non, mais face à quelqu'un comme lui, je dirais que ce n'est pas très difficile. Et tu as quand même un rapport particulier à la religion, à la spiritualité. J'ai lu que tu étais protestant pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquant ? C'est-à-dire que, voilà, que ça m'accompagne de plus en plus, peut-être au fur et à mesure que les années passent, peut-être au fait de me dire que le chemin parcouru est forcément plus long que celui qui reste à parcourir, parce que c'est normal, parce que c'est la vie, et ça me donne pas mal de sérénité, donc effectivement, mais je ne suis pas sectaire du tout, je rentre bien volontiers dans les églises catholiques pour déposer une bougie, ce genre de choses, oui, voilà. D'autant qu'il y a plus d'églises catholiques que de temples protestants, donc voilà. Mais c'est vrai que lien avec cette question spirituelle, on te sent habité par un rapport à l'autre particulier, et particulièrement maintenant, j'ai l'impression, pour bien te connaître, une forme de transmission, de boulimie de transmission, puisqu'il y a plein de projets. Tu n'as peut-être jamais été aussi occupé de ta vie professionnelle ? Alors, il y en a un qui nous a... c'est même plus qu'un projet, c'est une réalité. J'ai organisé à l'automne dernier mon premier salon du livre dans une région qui était chère, à Rasteau, à côté d'Avignon. Un salon autour du livre et du vin, parce que c'est au pied du Mont Ventoux. Enfin, tu te souviens, je crois que tout le monde était très heureux. Tout le monde était très heureux. Donc, nous allons renouveler cette année. Il faut que tu sortes un nouveau livre d'ici là. On verra, sinon on fera une exception pour toi. Et donc ça m'a effectivement passionné. Et donc oui, alors effectivement, j'ai donc un livre sous forme de cahier de vacances. Alors ça, j'ai adoré le faire. Parce que les cahiers de vacances, ça existe en France depuis 80 ans. Ça existe depuis pratiquement les premiers congés payés, c'était avant-guerre. Et ça, jusqu'à présent, c'était plutôt pour les enfants, 5, 6 ans, 7, 8 ans, 10, 11 ans. Alors, je réponds grâce à des QR codes, etc. Je réponds aux enfants. Ça a été extrêmement sympa à faire. Et puis, j'ai proposé aux éditions Albin Michel, Magnard, Albin Michel, de concevoir un cahier de vacances pour adultes. Alors, c'est très ludique. Alors, il y a des questions, il y a des quiz, il y a des dessins, il y a des photos, etc. Il y a des questions du genre, qui est le recordman du monde du 100 mètres ? C'est Usain Bolt. Bravo. Non, j'aurais aimé que ce soit quelqu'un du public. Voilà, Usain Bolt. Alors ça, c'est une question facile. Une question un peu plus difficile, en quel temps ? Bravo. Non, 9,58, c'est juste. Voilà, c'est graduel, Voilà, et puis donc, voilà, il y a tout un tas de questions, des réponses, etc. Puis il y a des dessins, il y a des photos, puis il y a également vous le trouverez là en sortant, il y a également des moments qui sont assez forts historiquement parlant. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le sport rejoint
l'histoire tout court. Quand je parlais des athlètes noirs américains sur le podium de Mexico, on est tout à fait là. Cela, on les a en tête, il y a Munich, mais quels sont les autres grands moments sportifs qui rejoignent pour toi l'histoire avec un grand H? Il y a une très belle histoire qui remonte aux Jeux de Mexico 1968, où l'outsider des outsiders, la sprinteuse française Colette Besson, qui ne devait même pas participer à la course, a fortiori, elle gagne la course. Et elle pleure toutes les larmes de son corps, on entend la Marseillaise, elle pleure toutes les larmes de son corps, etc. Et à la fin de l'année 1968, au tout début de l'année 1969, le général de Gaulle reçoit à l'Élysée les médaillés de ces Jeux. Donc il y avait les Jeux d'hiver de Grenoble avec Killy, Marielle Guachel, etc. Et puis il y avait Colette Besson qui était... Il la met à sa droite et il lui dit, et ça c'est une jolie histoire, c'est son propre mari qui me l'a dit, Jean-Paul Noguès, veuf, m'a dit que De Gaulle lui a dit, elle était, vous êtes l'une des rares femmes qui m'ait fait pleurer. C'est joli ça comme anecdote. Ben ça voilà. Quand je dis que le sport rejoint l'histoire tout court, là nous sommes en plein dedans, mais en plus de façon très belle, quoi, très heureuse. Avant de terminer sur un dernier mot, dans tes actualités, on a parlé de rencontres beaucoup. Il y en a une très particulière, quasi fusionnelle, avec Philippe Candeloro. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire? Ce qu'il faut savoir, c'est la façon dont nous nous sommes rencontrés avec Philippe. Brièvement, c'est un personnage exubérant. C'est un personnage exubérant. D'ailleurs, je te conseillerais vraiment de le recevoir peut-être cet automne ici même, parce que vous passerez un bon moment, et là, du coup, je serai dans le public. Mais la rencontre avec Philippe est tout à fait extraordinaire, parce que nous avons donc commencé aux Jeux Olympiques d'hiver de Turin 2006. Donc, alors... donc il n'y a pas de décalage horaire, c'est Turin, c'est l'Italie, etc. Bon. Et donc le dernier soir ou l'avant-dernier soir des Jeux se dispute la compétition de... Déjà, il m'avait fait 2-3 coups. Une fois, il s'était trompé d'heure. On commence le report. Et là, il y a du monde. Hein. Le patinage, le soir en prime time, il y a vraiment du monde. Il y a plusieurs millions de téléspectateurs. Hein. Et pas de Philippe. Il arrive 20 minutes après. Je commence le reportage tout seul, pas de Philippe. Et là, je suis quand même bon camarade. Je sais pas, il s'était trompé de parking, enfin bref, j'en sais rien. Et donc j'ai dit, Philippe, vous étiez à l'instant dans les vestiaires pour glaner les dernières informations, dites-nous un petit peu. C'est gentil quand même, hein, c'est gentil. C'est plutôt gentil. Voilà. Et attendez, alors, il m'a rendu la monnaie de la pièce, mais alors d'une manière à la Candeloro, le gaillard. Parce que, arrive donc le dernier soir de compétition de danse, ça c'est la compétition la plus aimée du public. Et pas pour la médaille d'or, mais pour la 3e place, il y a une lutte entre un couple américain et un couple français. Et c'est très serré pour la 3e place. Et finalement, c'est le couple américain qui devance les Français d'un centième de point, etc. Et donc, comme c'est les Jeux Olympiques, on va jusqu'à la fin de la retransmission, on retransmet le podium. Donc on va l'hymne américain, etc. Et à ce moment-là, donc, je lis, pendant que le podium, hein, je dis à Philippe, mon cher Philippe, à ce moment-là, nous aurons une pensée, ça va vous faire sourire ça, nous aurons une pensée émue pour le couple français de Lobel-Schoenfelder qui termine malheureusement à la pire place, surtout aux Jeux Olympiques, à la 4e place. Puis là, il y a 10 secondes de silence, et là, je sais qu'il va me sortir quelque chose. Il y a 10 millions de téléspectateurs. Et il me dit, ouais, vous voulez dire que c'est la place du con? Alors j'ai écouté, c'était pas exactement ce que je voulais dire. Je pense que c'est une place assez frustrante. Et là, il rajoute, moi, je vous le dis, et je peux même vous dire qu'on s'est fait niquer. Bref, de l'air. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et alors, il y avait 2 possibilités. Soit il était viré illico, et probablement moi aussi, pour complicité, soit mais c'était avant les réseaux sociaux. Soit, au contraire, on encourageait ça, parce que c'est drôle, parce que c'est un régal. C'est Michel Audiard. Donc, et depuis, c'est vrai qu'il y a une complicité très forte qui nous unit. Et donc, nous avons entamé donc une pièce, parce que je pense que c'est ça ce que je voulais me faire dire, une pièce de théâtre ensemble qui s'appelle Sapatine à Tokyo. Et là, on a déjà fait une dizaine de dates. On a 30 dates d'ici la fin de l'année. Très belle tournée avec des salles pleines. Ça, je suis très heureux. Je crois que les gens ont besoin de vraiment de rire. C'est une comédie policière qui se passe donc à Tokyo, où dans le cadre d'un championnat du monde de patinage, on retrouve un corps inanimé dans la salle de bain de la chambre de Philippe, qui est celui
du patineur français qui doit jouer le titre le soir même contre un patineur japonais, ce qu'à Dieu ne plaise. Alors évidemment, il y a tout un tas de renversements de situation. Les Yakuza l'ont empoisonné. Donc voilà, et Philippe, qui connaît bien le Japon, est plus ou moins chargé de l'enquête, autant dire que c'est une catastrophe. Et c'est très très drôle. C'est très drôle, c'est très bien écrit. Ça nous ressemble beaucoup. Et le public passe de très bons... Là, on était en tournée, on a joué déjà à Saumur, à Troyes, à Rouen, à Caen. Et là, nous allons à Arras ce week-end. Et on va en province. Et tu vois, je suis heureux de le dire dans un théâtre comme celui-ci, c'est que souvent, pas toujours, mais souvent, c'est quelqu'un, un professionnel du théâtre, Philippe Chevalier, de Chevalier-Las Palais, que tu connais, qui m'a dit une fois, il dit... À Paris, on vous juge, en province, on vous accueille. Eh bien, c'est tout à fait ça. Nous n'aurons jamais les 7 d'or de Télérama, ce dont je me dispense tout à fait. Mais en revanche, on aura les 7 d'or du public. Et ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Merci Nelson, c'est quasiment un mot de la fin, mais je vais te demander un dernier, puisque le podcast s'appelle Inspiration. Ouais. On vit une période un peu morose, il y a plein de jolis mots que tu as eu ce soir, mais... Qu'est-ce qui te fait être optimiste pour notre monde quand tu rencontres les gens, quand tu vois l'amour qu'ils peuvent te témoigner ? Non, je pense que... c'est une chanson de Jean, d'ailleurs. Je pense qu'il y a toujours une très très belle lumière au bout du tunnel. Là, en ce moment, c'est vrai que l'humeur est sombre, l'humeur est maussade. Les Jeux Olympiques, qui doivent être une fête... pour l'instant, évidemment, si on demande aux automobilistes parisiens, est-ce que vous êtes pour ou contre l'accueil des JO ? Je dis, allez faire un tour place de la Concorde, vous aurez la réponse. Mais je pense en revanche que là, nous sommes à peu près un mois, enfin 5 semaines comme ça. Je pense que ça va aller crescendo et que lorsque le 26 juillet prochain, ça s'ouvrira, eh bien, ça sera place au sport, place au sourire, place à la... Voilà, et on laissera de côté les problèmes de transport et de sécurité. En tout cas, moi, j'ai toujours vu la lumière au bout du tunnel et j'espère que ce sera le cas de nouveau. En tous les cas, ce soir, c'était un joli moment de lumière. Merci pour ton temps, merci pour ces échanges. Merci à vous tous. Alors, d'un point de vue pratique, il y a 15-20 minutes d'entracte, les fameux... cahiers de vacances dont parlait Nelson, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais il y en a qui sont distribués à l'extérieur. Nelson va vous rejoindre pour prendre quelques photos et signer quelques cahiers de vacances. Alors vous avez un peu de temps pour vous rafraîchir avant de rejoindre notre deuxième invité, Frédéric Tadei, pour revenir là aussi sur une carrière extrêmement riche et un regard acerbe sur notre société et la culture. Merci à tous. Mail immédiat. Cultivons le sens de l'écoute.